Info et France 24 présentent. Bonjour, pas de guerre en Ukraine. Le mot n'est toujours pas sorti de la bouche de Vladimir Poutine qui préfère parler d'opération spéciale. Un écran de fumée continue d'aveugler l'opinion publique russe, tandis qu'au sommet de l'État, on n'hésite pas, en revanche, à employer le mot de guerre mondiale, martelé de plus en plus souvent comme une menace. Propagande ou risque réel? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous aujourd'hui, Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour Raphaël Kahn. Spécialiste des questions internationales, vous dirigez aussi la publication Desk Russie. Merci d'être avec nous. Mais d'abord, revenons sur ces 2 mois et demi de conflit. S'il est une chose qu'il est particulièrement difficile à évaluer, c'est le nombre de victimes, n'est-ce pas Florence Thiel ? Oui, car le conflit en Ukraine, c'est également une guerre des chiffres. Souvenez-vous, tout a commencé le 24 février dernier, vers 5 h du matin, heure de Moscou. Vladimir Poutine lance ce qu'il appelle une opération militaire spéciale en Ukraine. Eh bien, plus de 2 mois après le début de ce conflit, il est toujours très difficile, voire impossible, d'établir un bilan, que ce soit côté civil ou côté militaire. Concernant le nombre de morts russes en Ukraine, eh bien là, les chiffres sont très différents. Le ministère russe de la Défense évoque, lui, la mort de 1351 de leurs soldats 1 mois après le début du conflit. Et depuis cette date, il n'a pas communiqué d'autres bilans. Mais en tout cas, selon l'OTAN, ce chiffre est largement sous-évalué. L'organisation, elle évoque entre 7 000 et 15 000 soldats russes tués sur la même période. À titre de comparaison, c'est autant de soldats russes morts que durant les 10 ans de guerre qu'il y a eu en Afghanistan. Et puis, côté civil, maintenant, là aussi, très difficile d'établir un bilan, mais selon l'ONU, 3 153 civils auraient été tués cette fois depuis le début du conflit. Mais l'ONU craint que ce bilan réel ne soit en réalité beaucoup plus élevé. 2 raisons à cela. D'abord, les difficultés d'accès forcément sur ce territoire en guerre, mais également les vérifications, les enquêtes qui sont actuellement en cours. Difficile d'établir un bilan, Nicolas Tenzer, c'est l'étendue des destructions qui rend impossible un tel chiffrage. C'est tout simplement l'étendue des destructions, mais aussi les grandes difficultés d'accès aux endroits qui ont été les plus touchés, que ce soit bien sûr le site de Mariupol, où on sait qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir des journalistes, des enquêtes approfondies, des organisations internationales. Le maire de la ville parlait de 25 000 civils tués. Ce chiffre paraît aujourd'hui largement sous-estimé. Il faut rappeler que Mariupol, c'était une ville de 400 000 habitants, que vous avez aujourd'hui encore plus de 100 000, 120 000 personnes qui sont là, qui se terrent dans des abris. On parle beaucoup de l'usine d'Azovstal, mais il y a quand même plus de 100 000 personnes ailleurs, dont des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades, des vieillards. Le chiffre devrait être sans doute redoublé. On a évidemment toutes les autres victimes du Donbass aujourd'hui contrôlé par la Russie. Il y a bien sûr non seulement les civils touchés, les soldats touchés, mais également, vous le savez, des disparitions forcées, des personnes torturées, des personnes enlevées. Le bilan risque d'être absolument catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté des 2 côtés, russes et ukrainiens, de dissimuler les pertes, au moins militaires ? Alors, du côté militaire, oui, c'est certain. C'est-à-dire que, bien sûr, le chiffre qui a été évoqué par l'OTAN paraît raisonnable, compte tenu de ce qu'on sait, de ce que disent les experts militaires. Vraisemblablement, plus de 10 000, en tout cas, soldats russes tués, ça c'est même certain, ce qui veut dire derrière aussi 30 000 blessés. C'est la proportion habituelle de ce type d'opération. Blessés, peut-être certains grièvement, touchés, handicapés à vie, on ne sait malheureusement pas quel est le bilan. Du côté ukrainien, il n'y a pas de communication sur les militaires tués, tout simplement parce que, aussi, pour rassurer la population, pour galvaniser les troupes, il n'est pas bon de faire état des pertes. Cela, on le saura après la guerre, mais il est assez normal de ne pas communiquer sur ce genre de chiffres aujourd'hui. S'agissant des morts civiles, on a pu s'étonner du faible nombre de victimes dans la maternité détruite ou encore dans le théâtre de Mariupol. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que les gens étaient aussi terrés pour une partie dans des abris. Pour la maternité, beaucoup de personnes avaient déjà été évacuées. Pour le théâtre, quand même, on a d'abord révisé à la baisse, puis on a révisé à la hausse, quand même, le nombre de victimes tuées. Là aussi, le bilan sera terrible. On sait aussi que dans la ville de Mariupol et ailleurs, les forces russes essayent également de dissimuler les morts, non seulement dans des fosses communes, en brûlant vraisemblablement les corps aussi. On a quand même un certain nombre d'indications qui montrent cette dissimulation. Et après, il faudra reconstituer
reconstituer tout cela à partir de l'état civil, qui sera la vraie base sur laquelle on pourra établir des statistiques et documenter chaque personne individuellement. C'est ce qui est en cours à Boutcha. J'y étais à Boutcha d'ailleurs il y a 3 semaines encore, discuter avec le maire pour voir effectivement ce qui se passait sur place. Là, on a un bilan qui est de plus de 400 ou 500 civils documentés. Mais vous savez, comme en Syrie, il y a les gens documentés, c'est-à-dire qu'on connaît les personnes par leur nom, et puis après, on essaye de retracer. Et ça, c'est un travail extrêmement long, où il faudra établir aussi, pour la justice internationale d'abord, aussi les causes exactes des décès. C'est en tout cas l'un des principaux enseignements de ces 2 mois et demi de guerre. Les Ukrainiens particulièrement combatifs, comme à Kharkiv, 2e ville d'Ukraine, dans l'Est, où l'on résiste au bombardement russe. N'est-ce pas, Anaïs Anquet, vous qui êtes avec Christophe Kenck, les envoyés spéciaux de France Télévisions sur place? Oui, pour la première fois, nous avons pu accéder à un village situé à moins de 2 km de la ligne de front. Un village qui a été libéré il y a moins de 3 jours par l'armée ukrainienne, ce qui nous a permis de parler avec des habitants qui nous ont expliqué qu'ils souhaitaient quitter les lieux car la situation, même s'il n'y a plus de soldats russes, est extrêmement dangereuse sur place. Il y a de nombreux bombardements. Nous-mêmes, nous avons entendu plusieurs tirs de missiles, conséquence de cette contre-offensive ukrainienne pour faire reculer l'armée de Vladimir Poutine. Des habitants qui nous ont également raconté leur vie durant cette occupation. Une femme qui nous a expliqué par exemple que son petit-fils avait été enlevé par des soldats russes et qu'elle n'avait plus de nouvelles. Des soldats russes qui sont également rentrés à l'intérieur des maisons pour récupérer les téléphones portables. Vous voyez donc l'armée de Vladimir Poutine qui recule, mais la situation qui reste encore extrêmement dangereuse au nord de cette ville de Kharkiv. Tenir Kharkiv, repousser l'ennemi hors de la ville, la contre-attaque est particulièrement importante pour le moral de l'ensemble de la population ukrainienne. Disons que c'est important non seulement pour le moral, comme vous le dites très justement, mais c'est aussi important tout simplement parce que la perspective doit bien être celle de la libération de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier quand même que le but final, c'est quand même celui-là. Et on sait, ça a été d'ailleurs rappelé indirectement par quelqu'un qui était interrogé, enfin plutôt auquel on faisait allusion dans ce reportage, que toutes les zones occupées sont le théâtre, le témoin de sévices terribles infligés par l'armée russe, que ce soit des viols, que ce soit des disparitions forcées, donc des exécutions concrètement. Et ça aussi, c'est très important, c'est de dire, de la part du gouvernement ukrainien, nous sommes à votre côté et nous voulons faire en sorte aussi que derrière ce genre d'atrocités ne se reproduisent plus. C'est aussi une lutte contre le temps, c'est-à-dire que le plus vite les forces ukrainiennes seront capables de reconquérir toutes ces zones du Donbass occupées, le plus grand sera le nombre de victimes épargnées. Et ça, c'est absolument fondamental. Notez aussi le fait qu'aujourd'hui, on a une armée ukrainienne absolument remarquable, qui s'est entraînée, qui est en ordre de marche, qui essaye d'éviter, à la différence de l'armée russe, le nombre de pertes parmi les siens. Et on a une logistique. Moi, j'ai pu le constater, encore une fois, là aussi, il y a 3 semaines en Ukraine, vous avez une logistique, aussi bien pour l'approvisionnement, pour les secours, pour les soins, qui marche remarquablement. Cette résistance ukrainienne, elle est vue comment en Russie? On communique comment auprès de l'opinion publique russe? D'abord, on ne communique pas sur la résistance ukrainienne, puisque vous vous rappelez quand même le narratif au début, lorsque Poutine a lancé sa guerre, on allait être accueillis, enfin les soldats russes allaient être accueillis avec des fleurs. On sait tout simplement que tout ça, ça n'a pas été le cas, et que même ceux qui étaient russophones, mais les russophones d'abord sont ukrainiens. Comme d'ailleurs le président Zelensky lui-même, qui est russophone, il faut le rappeler. Donc on ne communique pas là-dessus, parce que communiquer là-dessus, ce serait tout simplement admettre qu'il y a une résistance de la population ukrainienne. Tous ne sont pas, dans la terminologie du Kremlin, des nazis ou des nationalistes, bien évidemment. Ce sont tout simplement des patriotes qui défendent leur pays agressé. Donc il n'y a pas de communication sur la résistance, bien évidemment. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine lui a présidé sur la place rouge au défilé commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force sans éclat ni annonce fracassante. On voit ça avec Maryse Burgot pour France Télévisions. Hurrah! Les hurrahs patriotiques résonnent sur la place rouge. Mais la démonstration de force est sans éclat, selon les experts. Défilés militaires des plus classiques et parade aérienne annulée, météo trop mauvaise, disent les autorités. Faute de victoire décisive en Ukraine, Vladimir Poutine se contente de réaffirmer qu'il n'est pas l'agresseur. Une menace inacceptable a été créée directement près de nos frontières. Un leader désormais paria de la communauté internationale plaide sur les genoux et solitude. Poutine était entouré par un certain nombre de militaires d'un certain âge, mais il n'y avait pas, je dirais, ses principaux ministres. Et ça confirme les rumeurs qu'on a de quelqu'un qui, effectivement, est isolé, fait régner la peur. Une solitude
toute relative. Voici le régiment des immortels. Chaque 9 mai, les Russes défilent, arborant un portrait d'un aïeul ayant combattu le nazisme. Cette année, Vladimir Poutine est en tête de cortège, photo de son père à la main, des Russes persuadés de combattre à nouveau les nazis en Ukraine. Le fascisme fait rage en ce moment en Occident. Ils sont devenus fous. Ils détestent tous la Russie. Des propos aussi sombres que le ciel de Moscou ce soir. On attendait, Nicolas Tenzer, un coup de force des Russes pour proclamer une victoire, même symbolique. Ça n'a pas eu lieu. Ça vous a étonné? Ça m'a étonné moyennement, tout simplement d'abord parce qu'il n'y a pas de victoire. Et finalement, il n'y a rien que Vladimir Poutine puisse montrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image de reconquête. Même Mariupol, dont Vladimir Poutine et les forces russes avaient dit 4 ou 5 fois qu'elle avait été libérée, ne l'est toujours pas. Et donc, il n'y a aucune victoire. Alors, sur le ton lui-même de Vladimir Poutine, il faut savoir que, finalement, c'est aussi une forme d'aveu d'échec. Il ne dit rien, et il ne peut pas menacer parce que, tout simplement, il sait aussi que son armée n'en a pas les moyens. En revanche, la réalité aussi, c'est que derrière, les combats continuent, les crimes de guerre et contre l'humanité continuent, les bombardements incessants des positions ukrainiennes continuent. Donc derrière, on a un peu l'impression d'un Vladimir Poutine qui veut essayer de changer en quelque sorte de narratif et d'objectif. Le narratif au début, c'était finalement libérer le Donbass des nazis ukrainiens. Aujourd'hui, on sait que le vrai objectif, d'ailleurs il avait été rappelé par d'autres textes de Poutine avant, c'est en fait empêcher que l'Ukraine soit un pays libre et que la nation ukrainienne soit un pays démocratique, respecté, souverain à l'intérieur de ses frontières. Et donc ça, c'est l'objectif, et ça suppose une guerre longue. Et je pense que c'est d'ailleurs un avertissement pour les Occidentaux. Oui. Ne donnons pas à Poutine les éléments d'une guerre longue. Quitte à l'étendre au sud, vers la Transnistrie, comme le dit aujourd'hui le renseignement américain, ça vous semble plausible, ça, ce qui amènerait la guerre au-delà des frontières ukrainiennes, donc vers la Moldavie? Une guerre totale contre la Moldavie, concrètement, ça paraît impossible dans l'état actuel des forces russes. Des bombardements sporadiques sur la Moldavie, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et bien évidemment, une déstabilisation profonde de la Moldavie, comme d'ailleurs de l'Ukraine. On a vu aussi la capture du Bélarus, il ne faut pas l'oublier, par les forces de Vladimir Poutine. Ça oui, c'est-à-dire qu'on a quand même dans cette logique très ancienne, on l'avait vu avant au Monténégro, etc., voire en Serbie, vous avez une logique de déstabilisation. Et bien sûr, quelques bombardements bien ciblés sur la Transnistrie, enfin, sur la Moldavie, ça peut évidemment y contribuer. Et parmi les nouveaux symboles de propagande en Russie, il y a désormais cette grand-mère anonyme. Les Russes l'ont surnommée Babouchka Z. Elle a été filmée début avril par des soldats ukrainiens, un drapeau soviétique à la main. Vous allez la voir sur cette vidéo. Lorsqu'elle comprend qu'elle a affaire à des membres de l'armée ukrainienne et non pas russe, eh bien elle demande à récupérer son drapeau et leur rend les provisions qu'ils lui ont offertes. C'est déjà la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, on continue d'évoquer les effets de la propagande à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Avec vous, Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales et directeur de la publication Desk Russie. Le corollaire, en tout cas, de cette propagande, comme souvent, c'est la censure, prière de coller au message du Kremlin. Tout média qui s'en écarterait est passible de sanctions, Florence Thiel.
Bien, regardez, voici ce que peuvent lire ou entendre les Russes dans leurs journaux ou à la télévision. Traduisez opération militaire spéciale. C'est ainsi qu'en Russie, l'invasion russe en Ukraine est officiellement appelée. Depuis début mars et le vote de plusieurs lois réprimant les fausses informations, l'utilisation de certains mots est un délit en Russie, comme parler d'invasion, de guerre, évoquer les bombardements de villes ou bien encore les pertes civiles. Les journalistes qui tiennent de tels propos encourent jusqu'à 15 ans de prison. Conséquence, les médias indépendants en Russie ferment les uns après les autres et de nombreux journalistes tentent de continuer leur travail depuis l'étranger. Donc depuis le vote de cette loi, 46 personnes ont été jugées et 14 autres personnes se trouvent actuellement derrière les barreaux. Et résultat, le message du Kremlin est abondamment relayé au sein de la population, où règne une grille de lecture unique des événements. Reportage dans la région de Moscou d'Elena Volochine pour France 24. Lyubov Zanozina dirige un petit groupe de poètes et musiciens amateurs. Aujourd'hui, ils se produisent devant les patients d'un centre de réhabilitation pour handicapés en banlieue de Moscou. Сегодня мы вам представляем программу, которую поем для героев. Un spectacle visant à soutenir l'opération spéciale de dénazification de l'Ukraine selon les termes de la propagande russe. Народ губили банды и нацисты, воспитанные западным врагов. По сути, современные фашисты, которых ненавистен мирный дом. Un poème reçu avec ferveur car il croit à la réalité parallèle de la propagande, celle où la Russie va libérer et sauver l'Ukraine d'un génocide perpétré par des nazis. И снова в бой российских сыновей судьба бросает по велению чести. И вновь передают тревожно вести. Идем спасать от нелюдей. Nous ne combattons pas l'Ukraine, nous combattons le nazisme, la symbolique nazie, l'éducation nazie. Nous combattons l'Occident, qui a aligné l'Ukraine sur ses principes. Ces Russes lambda vont jusqu'à adhérer au projet d'une épuration de l'Ukraine. Nous avons lâché l'Ukraine pendant 30 ans. Et voilà, elle s'est retrouvée sous l'influence de l'Occident. Elle a changé. Et on la retrouve sous cette forme. Et on est obligé de l'épurer. Combien de Russes partagent cette opinion? Pour le sonder, nous sommes allés dans le centre de Moscou, où la propagande est omniprésente. La guerre, c'est là où on tue des gens. Mais ça, c'est une opération appelée à assurer la sécurité de la Russie. C'est sans aucun doute une opération spéciale. Ce n'est pas une guerre. Il n'y avait pas d'autre choix. Je suis absolument d'accord avec notre président. Mais certains ont peur de répondre. Sur 21 passants interrogés, 8 se sont dit pour l'opération spéciale, 7 contre la guerre et 6 n'ont pas voulu nous répondre. Nicolas Tenzer, Vladimir Poutine avait évoqué dans son discours du 9 mai une riposte préventive pour justifier l'offensive en Ukraine. Les Russes sont vraiment convaincus dans leur majorité d'avoir déjoué une agression? Alors d'abord, c'est extrêmement difficile à dire, parce que vous savez, les sondages en Russie sont soumis à un certain nombre d'aléas. C'est-à-dire que si on vous interroge par téléphone pour un sondage ou dans la rue par quelqu'un, vous n'allez pas répondre évidemment nécessairement ce que vous en pensez, parce que les risques pour la sécurité, il y a quand même une surveillance de type quasi-totalitaire qui s'étend aujourd'hui sur la Russie, fait que personne n'oserait, sauf quelques activistes extrêmement sérieux et courageux, dire vraiment ce qu'ils pensent. Deuxièmement, vous avez, là on voyait d'ailleurs avec les personnes âgées sur le reportage, les personnes âgées n'ont pas d'autre moyen d'accès à l'information que la télévision russe. Et depuis, il faut le savoir, depuis plusieurs années, même depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, et encore plus depuis 10 ans, encore plus maintenant depuis 3 mois, vous n'avez que des récits de ce type-là. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. On assiste aujourd'hui à une propagande qui date de quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, ou bien vraiment à 2 décennies de chape de plomb. On a eu l'impression tout de même à un moment que la Russie s'était rapprochée de l'Europe et de l'Occident. Non, la réalité, c'est que c'était une vitrine. D'abord, encore une fois, Moscou, Saint-Pétersbourg, qui étaient les vitrines occidentales avec des magasins de luxe, des voitures occidentales, une élite qui parle anglais. Des médias même occidentaux accessibles depuis sa ville. Voilà, mais ça c'était encore possible. Mais là, effectivement, vous avez eu déjà depuis quelques années quand même une fermeture de la plupart des médias, un emprisonnement, sans même parler quand même de l'assassinat d'un certain nombre de journalistes. Évidemment, les plus connus, c'était Anna Politkovskaya, c'était Estemireva et un certain nombre d'autres. Hein. Bon, ça, il faut pas l'oublier. Mais évidemment, depuis quelques mois, vous avez une intensification
destruction. Et c'est vrai que dans le temps, il y avait des gens qui rentraient en Russie et qui pouvaient encore espérer avoir un peu de marge de manœuvre. Vous voyez ce qui est arrivé avec Vladimir Kara-Murza, qui est un dissident, l'un des principaux, qui était un ami de Nemtsov, qui a été empoisonné 2 fois par le FSB et qui disait « moi je veux être en Russie ». C'est l'une des principales personnalités russes aujourd'hui, chroniqueur Washington Post, donc avec une dimension mondiale. Eh bien, il a été arrêté, il risque 15 ans de prison. Et donc, vous voyez que c'est très dissuasif pour tous ceux qui voudraient parler dans ce pays. Qu'ont pensé les Russes, justement, du défilé militaire du 9 mai, du discours de Vladimir Poutine et Elena Voloshin? Vous en cauchemardiez, le 9 mai, la propagande russe l'a fait des défilés de la victoire dans les villes ukrainiennes occupées par la Russie, libérées, comme le clame la propagande russe. Kherson, Melitopol, Mariupol, quelques dizaines de personnes dans les 2 premières, une poignée seulement dans la dernière, qui ont défilé sur l'artère intacte, sur l'une des artères intactes de cette ville martyre qu'est Mariupol, détruite à 90%, défilé sous les drapeaux soviétiques pour dire merci à la Russie de Vladimir Poutine et à son armée de les avoir libérés des nazis. C'est dans cette réalité parallèle qu'a plongé Vladimir Poutine toute sa population russe, mais aussi celle des territoires occupés par son armée en Ukraine, celle d'une Russie qui rejoue la grande guerre patriotique contre le nazisme sur les terres soviétiques, celle de l'Empire, celle d'une Russie grande qui doit retrouver par là sa grandeur et vaincre le mal absolu. Mais malgré le ton triomphaliste des bulletins d'information du 9 mai, digne d'un 9 mai 45, eh bien Vladimir Poutine a de plus en plus de mal à faire plier la réalité à ses désirs. Sur le terrain, son armée perd du terrain face à l'armée ukrainienne. Les États-Unis viennent de plus en plus en aide à l'Ukraine. Alors, durant ces émissions de débat fleuve sur les chaînes de télévision russes qui ont supplanté tout autre programme pour déverser à longueur de journée la propagande, eh bien, même quelques propagandistes ont fait passer un message au commandant en chef des armées comme quoi son armée aurait besoin de plus d'hommes, plus de moyens pour mener à bien ce qui est toujours présenté par la propagande comme une opération spéciale de dénazification de l'Ukraine. Il y a la propagande officielle du Kremlin, Nicolas Tenzer, et puis il y a toutes les officines plus ou moins secrètes, les fameuses usines à trolls. Ça représente quoi au total ? Alors, c'est très difficile à dire. En revanche, les moyens consacrés à la désinformation, c'est à peu près plus de 2 milliards d'euros, quand même, il faut le savoir. Donc, c'est une somme absolument considérable. Et vous avez, alors en Occident notamment, parce qu'il n'y a pas qu'en Russie, vous avez toutes, évidemment, les officines, les gens qui sont proches. Vous avez une série de sites russes qui diffusent des propagandes absolument invraisemblables sur les meurtres commis par les Ukrainiens, enfin des choses absolument folles, bien sûr. Mais vous avez aussi tous les relais en Occident. Alors, certains ont été identifiés, ils ont été fermés, les différentes chaînes appartenant, évidemment, au réseau Russia Today, au réseau Sputnik, etc. Mais vous avez un certain nombre de faux-nez, vous avez un certain nombre d'officines, vous avez un certain nombre de... en Europe, en France en Europe et en France, je ne vais pas donner nom, vous comprendrez bien pourquoi, mais vous avez un certain nombre de soi-disant think tanks, de soi-disant centres effectivement d'études qui sont complètement... experts même, ou soi-disant experts, y compris militaires, vous en avez eu quand même quelques-uns. Vous savez, et vous avez... On insiste beaucoup sur cette propagande dure, sur les nazis ukrainiens, l'attaque soi-disant de l'OTAN, la menace, etc. Mais vous avez un certain nombre de gens. Prenez un exemple, un seul exemple. Vous avez des gens qui vont dire il ne faut pas livrer d'armes en Ukraine parce que ça accroît le nombre de pertes civiles. Quand vous avez ce genre de discours tenu récemment par un général ancien responsable quand même d'un important service de l'armée française, eh bien, c'est de la propagande. Et d'une certaine manière, le discours des torts partagés, le discours de l'humiliation, c'est quand même un narratif qui sonne doux aux oreilles du Kremlin aussi. Quid des Ukrainiens? Où en est la propagande de leur côté lorsqu'on voit Volodymyr Zelensky quasiment tous les jours s'adresser au monde entier par vidéo? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi le risque d'une mise en scène? Alors, il y a une mise en scène, mais ce n'est pas de la propagande. Ce n'est pas de la propagande parce qu'il n'y a pas de discours faux, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de narratif inventé. Il y a une mise en scène, il y a un discours très bien calibré, remarquable. Il ne faut pas oublier que Volodymyr Zelensky, c'était un acteur. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de voir, vous savez, Serviteur du peuple, la série est diffusée en français, c'est absolument remarquable. On voit ce personnage Zelensky. Oui, il se met en scène, mais pour le bien de son peuple. Regardez son discours du 8 mai, qui est un des plus extraordinaires discours qui soit, où il explique tout ce que font les Russes en Ukraine, qui ressemblent aux nazis. D'ailleurs, vous savez, il s'adresse aussi au public français, il s'adresse au public de tous les pays, et il fait la comparaison avec Oradour-sur-Glane, avec les pendus de Tulle, avec les tueries par les nazis à Ask, et ça, c'est extraordinairement fort. On a vu le défilé du 9 mai à Moscou en format un peu réduit cette année. Retour 22 ans en arrière à la première fête de la victoire, alors présidée par Vladimir Poutine sur la place Rouge, autour du nouveau dirigeant russe à l'époque, son prédécesseur Boris Yeltsin et même Mikhaïl Gorbatchev, l'homme de la perestroïka.
Alors qu'on s'interrogeait déjà sur les conséquences d'une autre guerre, c'était en Tchétchénie. Image pour Antenne 2 avec Gilles Rabin. C'était l'uniforme et le casque des soldats de l'armée rouge qui ont vaincu l'Allemagne nazie en 1945, ceux de la Grande Guerre patriotique comme on dit ici. Poutine au pied du mausolée de Lénine et non plus dessus, Yeltsin à ses côtés et Gorbatchev dans l'anonymat des invités, l'histoire passe. Alors qu'elle vient de se donner un président né après la guerre, pour le 55e anniversaire de la victoire, la Russie honorait ses vétérans, les derniers survivants. Sans pour autant leur rendre justice, l'histoire officielle soviétique a souvent falsifié la vérité. Cette photo célèbre est un mensonge. Ce n'est pas ce soldat qui le premier a planté un drapeau rouge sur le Reichstag à Berlin, mais celui-ci. Pour son malheur, il l'a fait de nuit et il n'y avait pas de photographe. Ceux de la photo, ils sont venus 3 ou 4 heures après nous. Elle est trop petite pour savoir que la tenue de ces vétérans rappelle le sinistre NKVD, l'ancêtre du KGB, et que le chiffre de 27 millions de morts de la Grande Guerre a été gonflé pour cacher quelques milliers de victimes des purges staliniennes. La nouvelle génération devra sans doute réécrire à son tour l'histoire de la Russie au XXe siècle. Pour les vétérans, après les années Yeltsin et avec la guerre en Tchétchénie, la tragédie du siècle dernier continue. Si les soldats morts et enterrés pendant la guerre se relevaient et voyaient ce qui est arrivé à la Russie, ils ne le croiraient pas. Ils ne le croiraient jamais. Surprise, pendant la répétition de la parade, des vétérans condamnaient la guerre en Tchétchénie. Nous sommes contre. Nous sommes contre la guerre. Nous sommes pour la paix. D'autres, sans soutenir la guerre, soutenaient Poutine. Il y a de l'espoir. Pourquoi ? Parce que là où il y a des militaires, il y a des règles, il y a de l'ordre. Et notre président, il pense comme un vrai militaire. 55 ans après, beaucoup parmi les vétérans partageaient le même sentiment d'amertume et la nostalgie de la fraternité de ces années d'après-guerre. Nicolas Tenzer, à l'époque, déjà Grozny vitrifié sous les yeux de l'Europe. On aurait dû arrêter Vladimir Poutine. On peut encore l'arrêter aujourd'hui. On peut l'arrêter aujourd'hui, oui, c'est une question de résolution. On aurait dû l'arrêter à Grozny, on aurait dû l'arrêter en Géorgie, on aurait dû l'arrêter quand il a commis des crimes de guerre massifs en Syrie, on aurait dû l'arrêter en 2014 malgré en le Ukraine. risque nucléaire. Malgré le risque nucléaire, parce qu'il faut savoir que Vladimir Poutine joue toujours de cette menace, bien sûr, et il en joue, ce n'est pas nouveau, depuis 2014. Merci Nicolas Tenzer, politologue spécialiste de la Russie. Et je rappelle votre publication Desk Russie. Merci d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Très bonne semaine à vous.